Début 2026, un événement météo d'une violence assez rare s'apprête à frapper la France. Le 9 janvier, tout le nord du pays est sur le qui-vive face à l'arrivée de la tempête Goretti. Et attention, ce n'est pas une dépression comme les autres. Les experts, eux, parlent d'un phénomène explosif. On va décrypter ensemble ce qui rend cette tempête si spéciale et pourquoi elle a mis une bonne partie du pays en état d'alerte maximum. On n'est pas du tout sur une simple tempête hivernale, celle qu'on a l'habitude de voir passer. Non. Là, les météorologues emploient des mots qui sont faits pour marquer les esprits. Bombe météo ou encore cyclone explosif. Et ce vocabulaire, il n'est pas là pour faire joli. Il décrit un processus de formation, d'une rapidité et d'une intensité vraiment extrêmes, ce qui annonce un danger et une puissance complètement hors norme. Pour qu'on se représente bien la force brute de Goretti, il suffit de regarder ce chiffre. 160 km/h. C'est la vitesse des rafales de vent attendues sur la côte. Pour vous donner une petite idée, c'est beaucoup plus rapide que la vitesse maximale autorisée sur l'autoroute. À cette vitesse-là, le vent peut arracher des toits, déraciner des arbres, bref, rendre toute activité extérieure extrêmement dangereuse. Mais alors, comment ça se fait? Qu'est-ce qui donne à cette tempête une telle puissance? Pourquoi ce n'est pas juste une dépression hivernale un peu forte? Pour vraiment comprendre, il faut plonger un peu dans sa mécanique, dans la science qui se cache derrière ce phénomène, qui peut être dévastateur. Le véritable moteur de la tempête Goretti, c'est sa pression atmosphérique. Quand elle était au-dessus de l'Atlantique, sa pression centrale a littéralement plongé, chutant de plus de 24 hectopascales en même pas 24 heures. C'est ce critère très précis qui lui donne le nom de bombe météo. Cette chute de pression, c'est comme un gigantesque appel d'air. Ça aspire l'énergie de l'océan et ça la transforme en des vents absolument destructeurs. C'est vraiment cette intensification ultra rapide qui lui donne son caractère si explosif. Et comme si ça ne suffisait pas, à l'intérieur de cette bombe météo se cache parfois un phénomène encore plus redoutable et heureusement assez rare, le sting jet. En anglais, ça veut dire dard de scorpion et l'image est parfaite. Il faut imaginer un courant d'air très froid, très dense, qui au lieu de rester en altitude, va plonger vers le sol à une vitesse folle. En arrivant en bas, ce dard provoque des rafales d'une violence inouïe, bien plus forte que le reste de la tempête, mais sur une zone très ciblée. C'est souvent lui le responsable des dégâts les plus impressionnants et les plus soudains. Mais le plus incroyable, c'est la vitesse à laquelle tout ça s'est produit. Regardons un peu la chronologie. Le 8 janvier, à 18h, on a une dépression assez classique au sud de l'Irlande. Rien d'alarmant. Mais seulement quelques heures plus tard, pendant la nuit, elle se transforme en ce monstre météo. Le 9 janvier, à minuit, elle est déjà à son maximum de puissance en arrivant dans la Manche. En à peine 6 heures, elle est devenue une machine de guerre, prête à déferler sur les côtes. Bon, toute cette science est passionnante, c'est sûr, mais ce qui compte vraiment, c'est l'impact sur le terrain. Comment est-ce que cette puissance phénoménale se traduit en conséquences concrètes pour les gens au moment où la tempête touche terre? Cette carte des alertes, elle parle d'elle-même. Météo France a sorti le niveau maximal, la vigilance rouge, pour le département de la Manche. Ça veut dire que des phénomènes dangereux d'une intensité exceptionnelle sont attendus et que la consigne est claire, il faut se mettre à l'abri. Et tout autour, on voit plus de 30 départements en orange, pas seulement pour le vent, mais aussi pour le risque de vagues submersion et même, plus loin, de neige-verglas. Ça montre bien la complexité de l'événement. Et l'erreur à ne pas faire, ce serait de croire que seuls les habitants du bord de mer sont concernés. Bien sûr, les caps les plus exposés vont prendre le plus cher, avec des vents qui frôlent les 170 km/h, mais la puissance de Goretti est telle qu'elle pénètre loin à l'intérieur des terres. Des régions comme la Normandie vont voir des rafales dépasser les 110 voire 130 km/h, ce qui étend la zone de danger à des millions de personnes. Et malheureusement, les conséquences sont déjà bien là et elles sont dramatiques. Les transports sont à l'arrêt, que ce soit les trains, les avions. Des milliers de foyers risquent des coupures de courant. Les chutes d'arbres se multiplient un peu partout. Et puis, il y a le bilan le plus lourd, le bilan humain. La tempête a déjà coûté la vie à plusieurs personnes. C'est un rappel tragique de la force de la nature, face à laquelle on doit rester très humble. Une tempête d'une telle ampleur, ça ne disparaît pas comme ça en claquant des doigts. Une fois que le vent commence à se calmer, c'est un autre phénomène qui prend le relais. Voyons un peu comment la situation va évoluer après le passage du cœur de la dépression. La question que tout le monde se pose, c'est « et ce week-end, ça donne quoi ?» Une fois que les vents les plus violents seront passés, est-ce qu'on revient au calme? Eh bien, pas tout à fait, parce que la tempête, en s'en allant, va complètement changer la masse d'air qui est au-dessus de nous. Le scénario est assez classique en météo, après le vent, c'est le froid qui arrive. C'est un peu comme si la tempête, en partant, laissait la porte grande ouverte à de l'air polaire. Dès vendredi soir, alors que Goretti s'éloigne, cet air glacial va s'engouffrer sur le pays. Résultat, une chute brutale des températures et le retour de bonnes grosses gelées sur une grande partie de la France d'ici dimanche matin. Et évidemment, qui dit air froid et humidité qui reste, dit
neige. Ce refroidissement va transformer les dernières pluies en flocons, surtout dans l'est du pays. Et ce qui est intéressant, c'est que la neige pourrait tomber très bas, voire jusqu'en plaine. Ça pourrait créer de nouvelles perturbations, mais cette fois à cause du verglas sur les routes. Allez, on se projette encore un peu plus loin. La semaine prochaine ne s'annonce pas vraiment plus calme. Le week-end glacial, en fait, ce n'est qu'une étape dans une séquence météo qui va rester très, très agitée. On va assister à un véritable yo-yo des températures. C'est une vraie bataille entre deux masses d'air. D'un côté, on a le week-end froid, piloté par l'air polaire. De l'autre, dès le début de la semaine prochaine, le vent va de nouveau tourner à l'ouest. Et là, c'est l'air beaucoup plus doux et humide de l'Atlantique qui va revenir en force et faire remonter le thermomètre. Mais attention, ce redout ne se fera pas dans le calme. Il va amener avec lui de nouvelles pluies et un temps encore bien agité. Cette citation d'un expert météo résume parfaitement la situation. On a une oscillation permanente entre des masses d'air très différentes. Ça rend le temps particulièrement changeant et, il faut le dire, assez difficile à prévoir sur le long terme. Finalement, la tempête Goretti, avec son intensification explosive et sa violence, elle agit un peu comme un avertissement. Elle nous oblige à nous poser une question de fond. Alors que le changement climatique risque de rendre ce genre de phénomène extrême plus fréquent ou plus intense, est-ce qu'on est vraiment prêt ? Est-ce que nos infrastructures, nos systèmes d'alerte ou même nos propres comportements sont adaptés pour faire face à cette nouvelle réalité météo ? C'est un peu la question que cette tempête nous laisse.